Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 28 novembre. À la une de cette édition, les langues se délient face aux violences faites aux femmes. Ce matin, nous recevions sur notre plateau une femme qui a été victime d'un homme violent. Pour la première fois, elle a accepté de raconter son calvaire en public, mais également celui de sa sœur. Car si Idil a réussi à sortir de cet enfer, nombre de femmes ne peuvent se défaire de l'étau imposé par leur bourreau. À travers ce témoignage, cette femme souhaite que la parole se libère et que les coupables soient sévèrement punis par la justice. Un sujet signé Amina Riti et Daniel Nderagakura. Comme sa sœur, Idil a connu la malheureuse expérience d'être une femme battue. Même si depuis elle a refait sa vie et partage des jours heureux avec son nouveau conjoint, aujourd'hui elle a décidé de rompre le silence. À Mayotte, comme souvent ailleurs, le sujet est tabou. Or, nombreuses sont les femmes à être victimes de violences conjugales, des violences qui engendrent la plupart du temps de graves traumatismes chez les victimes. Peur, une fois qu'il s'endorme, il a l'impression que le monsieur à tout moment il va surgir et il vit que dans la peur, que dans la crainte. C'est une vie quotidienne de ce qu'il est en train de vivre. Un quotidien qui plonge de nombreuses femmes battues dans l'isolement, de peur d'être pointées du doigt. En effet, dans une société où le célibat est très mal perçu, certaines préfèrent subir. Les bourreaux n'hésitent donc pas à récidiver, d'autant que les plaintes n'aboutissent pas toujours. La sœur d'Idil, par exemple, a dû s'y prendre à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, je ne sais plus, je n'ai pas fait le compte par rapport aux plaintes qu'elle a déposées, mais il y en a plusieurs. Elle a déposé plusieurs plaintes contre la même personne. Contre la même personne. Harcèlement moral, c'est le dernier qu'il est en train de faire. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui n'est abouti, jusqu'à pas que le monsieur actuellement est en garde à vue. Oui, c'est ce qu'on vient d'apprendre également, que ce monsieur est actuellement en garde à vue. Il est interrogé par les gendarmes, je crois. Les gendarmes. À travers son témoignage sur ce qu'elle et sa sœur ont vécu, Idil espère pouvoir changer le regard de la société mahoraise sur ces violences faites aux femmes. Elle rappelle également qu'en plus des victimes directes, ces violences peuvent également avoir des conséquences sur l'entourage proche, notamment sur les enfants. Les rencontres territoriales pour la protection de l'enfance se poursuivent. Aujourd'hui était abordée la question des standards nationaux et leur mise en application à Mayotte. L'île connaît en effet des spécificités qui complexifient le travail des acteurs de la protection de l'enfance, à l'instar des services sociaux, confrontés notamment au phénomène des mineurs isolés, de plus en plus nombreux sur le territoire. À l'issue de ce temps de parole, d'échange et de débat, le CEFR s'est réorganisé en ateliers de groupe sur des thématiques différentes: parentalité, handicap, santé, addiction, obligations scolaires. Marion Tellier nous en dit plus. C'est la deuxième journée des rencontres territoriales de la protection de l'enfance, un rendez-vous pour lequel les divers acteurs concernés se sont réunis nombreux ce matin au CEFR de Dembéni. Les interventions se sont succédées autour d'une thématique commune, l'évolution de la protection de l'enfance, du national à Mayotte, dans un territoire où les facteurs de mise en danger de l'enfant sont omniprésents. Les enjeux majeurs de la protection de l'enfance ici à Mayotte, c'est d'abord bien sûr de faire en sorte que les enfants puissent grandir le mieux possible sur cette terre de Mayotte, où l'on perçoit bien une multitude de difficultés, car bien souvent on est frappé par de grandes vulnérabilités qui sont persistantes et profondes, et que l'enjeu est de pouvoir mobiliser tous les acteurs possibles, tous les potentiels possibles de cette île pour pouvoir y répondre. Nous avons le devoir de cette protection pour le protéger dans sa santé, dans sa sécurité, dans son éducation. Les services sociaux comme juridiques doivent s'adapter aux difficultés du territoire. Formés à interagir et dialoguer avec des parents, ils doivent s'adapter au phénomène croissant des mineurs isolés. À ce jour, ils sont environ 300 mineurs étrangers, sans aucun référent adulte et plus de 3000 sous la responsabilité d'un adulte, référé ou non. Cette absence de représentant légal nuit à l'accès aux droits fondamentaux. Pour autant, ces droits leur sont dus. Un mineur qui est isolé sur le territoire bénéficie, c'est la loi qui le dit, elle le dit très clairement, bénéficie d'une protection. Et cette protection, elle recouvre quoi? Elle recouvre le droit à un logement, le droit à être nourri, le droit à être habillé, le droit à une éducation, le droit à être entendu et tout ce que recouvre en fait véritablement les droits d'un autre enfant qui lui serait né sur le territoire. La matinée s'est poursuivie avec des ateliers autour de 4 vecteurs de réflexion: l'obligation scolaire, les droits et devoirs des parents, l'intégration de la loi et l'adoption.
Ces rencontres se clôtureront demain. D'ici là, conférences, échanges et débats se poursuivront au CUFR de Mayotte. Un mot de sport et de rugby dans votre 19h. Alors que le 15 de France vient de vivre une défaite historique contre les Fidji, les têtes pensantes du rugby français tentent de trouver des solutions pour ne pas être ridicules lors de la Coupe du Monde dans un an au Japon. À Mayotte, en raison du turnover sur l'île, seules 4 équipes participent désormais au championnat masculin local. Cependant, la discipline a été ajoutée aux Jeux des îles de l'océan Indien et Mayotte possède un fort potentiel dans ce sport. Il y a quelques mois, les hautes autorités du rugby sont d'ailleurs venues sur le territoire et ont promis de développer ce sport. Premier pas en avant, des techniciens de la Fédération française de rugby arrivent pour aider à la structuration du ballon ovale. Écoutons le vice-président de la FFR, chargé de l'outre-mer lors de la matinale de Gouzy. Le conseil technique rugby de Mayotte, qui s'appelle Steve Nardon, vient d'être nommé conseiller technique de ligue. D'accord. Donc conseiller technique de ligue, je pense que c'est une première dans l'océan Indien. C'est-à-dire que la personne qui est basée à Mayotte va être responsable de tout l'océan Indien. Donc va être responsable de la Réunion. C'est pas tous les jours, je pense, que ça arrive. Donc voilà, il vient d'être nommé, il sera officiellement en poste normalement au 1er décembre, donc c'est tout de suite là. Et voilà, il va avoir la gestion de la coordination de l'océan Indien en termes de rugby, en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de tout ce qui pourra se créer. Et pour notre territoire, Sébastien, ça va apporter quoi? Et pour nous, bon, déjà, donc cette personne va rester à Mayotte, donc elle va quand même travailler grandement pour Mayotte, on va dire à 70% pour Mayotte. Bien sûr. Mais on a aussi au 1er janvier un nouveau technicien qui arrive, donc qui vient de La Rochelle, qui était dans l'encadrement du club pro. Alors il s'occupait de l'école de rugby, des jeunes, du scolaire au club de La Rochelle. Et donc il arrive au 1er janvier, on vient de l'embaucher. Et donc, il devrait, parce que là c'est le comité de Mayotte qui l'a embauché, mais il devrait normalement basculer dans le cadre des CTC, donc conseil technique de club, payé par la FFR au mois de juin l'année prochaine. Donc, promesse tenue. Un deuxième technicien, promesse tenue. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 28 novembre. Des éleveurs de volailles de Mayotte se sont réunis pour constituer une filière d'élevage de poulets de chair sur l'île. Cette filière en construction depuis plusieurs années est l'aboutissement de l'engagement et de l'implication de 11 éleveurs mahorais accompagnés par plusieurs partenaires, dont l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer. Objectif, professionnaliser le secteur afin de proposer une offre aboutie aux consommateurs et amener chaque éleveur à pouvoir subvenir à ses besoins. Les éleveurs ont ainsi fait le choix de privilégier la qualité à la quantité. Ils développent actuellement des élevages à dimension familiale pour proposer une volaille saine, de qualité et d'origine bien identifiée. Le poulet élevé est commercialisé sous la marque Montpouletti. Ce samedi 1er décembre, les éleveurs seront présents au marché de Coconi. Ils proposeront les produits de la filière et répondront aux éventuelles questions de tous les visiteurs. La loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, loi Élan, vient d'être publiée au journal officiel du samedi 24 novembre 2018. Elle consacre une profonde réforme sur le logement social et également sur l'habitat informel en Guyane et à Mayotte dans son article 197. Concrètement, cette loi donne au préfet de Mayotte la possibilité d'engager des procédures administratives dans le but d'obtenir, selon certaines modalités, la destruction d'habitats informels. Cependant, cela doit se faire par arrêté qui doit être pris suite à un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence adaptée à chaque occupant doit être proposée. Selon la préfecture, les services de l'État sont pleinement mobilisés pour mettre en œuvre cette nouvelle disposition législative. Une présentation spécifique de cette disposition sera faite à l'occasion d'une réunion prochaine avec les élus du département. Il y a quelques mois, la ville de Chirongui avait commandé un diagnostic sur la mise en place de la vidéoprotection sur la commune. Ce lundi 26 novembre, les conclusions ont été remises. Ce diagnostic et notamment les propositions d'implantation des équipements de vidéoprotection feront l'objet d'une délibération au prochain conseil municipal pour que dès 2019, les équipes puissent travailler à l'élaboration d'un marché pour recruter une entreprise à même de réaliser cette installation, mais également d'en assurer la maintenance. À l'instar de Mamoudzou, la mise en place de la vidéoprotection à Chirongui permettra d'appuyer la stratégie de lutte contre la délinquance et sera également un outil précieux d'aide à la résolution d'enquêtes. La commune va également solliciter la gendarmerie pour la réalisation d'un diagnostic vidéoprotection spécifique concernant les écoles primaires de Chirongui.
Des réunions publiques se tiendront au mois de décembre pour informer la population. Vendredi dernier, la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap a pris fin, l'occasion de faire le bilan de ces journées de sensibilisation auprès notamment des employeurs de l'île. Si à Mayotte les choses sont loin d'être simples, peu à peu les mentalités évoluent et la loi s'applique comme partout ailleurs en France. Ce matin nous recevions sur notre plateau l'association Messo. Sa présidente Nawal Issoufa se bat pour insérer des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Grâce à un accompagnement personnalisé, l'association espère trouver du travail aux 250 jeunes en situation de handicap insérables, c'est-à-dire en capacité d'intégrer une entreprise. Au montage, Leslie Vimenet. Le bilan de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap a sonné. À cette occasion, la parole a été donnée ce matin à la présidente de l'association Messo qui lutte pour trouver un emploi aux personnes en situation de handicap. On a fait donc vendredi dernier un point d'étape pour notre promotion, qui est la première promotion 100% jeunes en situation de handicap, dont on est très très fiers. Ouais. On a fait un point d'étape avec les partenaires, très important, parce que bon, on a des financeurs, on a des partenaires institutionnels qui aujourd'hui doivent savoir également les financements sont partis où, que sont devenus les jeunes, vers où on est dans le programme qu'on s'est instauré pour 6 mois. Ouais. Donc du coup, c'était très important pour nous qu'ils rencontrent également ces jeunes, parce qu'on n'a jamais pu les faire rencontrer nos financeurs. Donc vendredi matin, c'était l'occasion pour nous de donner la parole aux jeunes, aux familles, et d'avoir aussi l'aperçu des institutions sur le handicap à Mayotte. Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour nous? Les institutions ont pu, le temps d'une semaine, rencontrer celles et ceux qui ne demandent qu'à vivre normalement. Cela passe notamment par la recherche d'un emploi. À ce titre, l'association Messo accompagne les personnes en situation de handicap, mais également les entreprises qui souhaitent engager des personnes pour leurs compétences. Nous, on vend des compétences. Il faut que l'entreprise nous dise quels sont ses besoins. Ouais. Parce qu'on ne veut pas faire du placement. Ça, c'est très important parce que beaucoup d'entreprises, et j'en ai refusé, je préfère le dire, m'ont appelé pour me dire vous pouvez m'envoyer un gamin, de toute façon, je le prendrai si ça peut m'éviter des taxes. Non. J'ai refusé, j'ai dit à la personne cordialement allez vous faire foutre. Pardon. Non, on n'est pas là. On n'est pas là pour. C'est des jeunes Mahorais, avec tout le respect que je leur dois. On n'est pas là, c'est pas du bétail, c'est des personnes, c'est des familles, c'est de l'espoir qu'ils ont en nous. Donc si c'est pour travailler main dans la main dans un processus d'intégration, prendre le temps de dialoguer, on est là. Appelez-nous, on va venir avec plaisir. Il faut savoir que l'accompagnement qu'on fait pour le placement des jeunes suivi des entreprises, on n'est pas payé. C'est bénévole ce qu'on fait. Nous, on est payé pour l'accompagnement, formation, socio-éducatif et insertion. Mais on le fait avec plaisir. Autre problématique, la reconnaissance des personnes en situation de handicap. En effet, à Mayotte, le sujet reste encore tabou, que ce soit dans la sphère familiale comme dans le monde du travail. Il nous remonte aussi le fait qu'ils ont beaucoup de personnes dans leurs entreprises qui sont en situation de handicap, mais qui ne veulent pas se faire reconnaître. Ça veut dire que des fois, la personne arrive, je veux dire, même avec un pied en moins, j'exagère, à peine, mais la personne, vous voyez qu'elle a besoin d'une reconnaissance, refuse. Je ne suis pas handicapée. Oui. Si vous me convoquez encore, je vais porter plainte. Oui. Parce qu'il y a toujours cette culture de la honte autour de la handicap. Oui, oui. C'est-à-dire que le handicap, on doit le cacher. On a encore jusqu'à aujourd'hui des jeunes dans les familles qu'on cache par honte, par peur qu'on se moque de ces jeunes-là. C'est tout un travail aussi éducatif à faire autour des familles pour qu'on délie la parole autour du handicap. Quand on a, moi j'ai un appareil aérosol, je dois faire des aérosols, c'est difficile de le dire à son employeur parce que on a l'impression de déranger, on a tout de suite l'impression d'être un boulet, on se dit tout de suite que voilà, ça va être un frein peut-être de passer d'un CDD à un CDI parce que je vais embêter l'entreprise. Après cette semaine où toutes les bonnes volontés ont donné lieu à de belles paroles, il reste à espérer que les mots se concrétisent en actes afin que le handicap ne soit plus considéré comme un motif d'exclusion du monde du travail. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.